Pendant ce temps de carême, nous avions prévu de vous parler du pardon. Et en ce dimanche, plus particulièrement, du pardon entre les peuples au lendemain des conflits. Et puis en quelques jours, l'improbable s'est produit. La guerre n'est plus une notion ancienne, abstraite, presque oubliée. Elle s'est déclarée aux portes de l'Europe, au risque de nous entraîner dans sa logique. Nous, issus de ce vieux continent qui nous pensions guéris de ces mécanismes capables de dresser des voisins les uns contre les autres. Pendant ces dernières décennies, on nous a vendu la thèse du conflit des civilisations comme la seule à même de diviser le monde. Aujourd'hui, Ukrainiens et Russes, deux peuples frères, nourris par des siècles de christianisme, s'entre-déchirent. Alors, parler du pardon dans ce contexte est totalement déplacé et prématuré. Mais pour l'heure, il est sans doute plus judicieux de s'interroger sur ce constat. Non, la paix n'est pas un acquis. Individuellement et collectivement, nous sommes capables de basculer dans le conflit. Bref, ça questionne pourquoi la paix est-elle si fragile ? Car nous sommes bien sûr tous attristés et même déstabilisés par ce qu'il se passe en Ukraine. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à vous, Benoît Guillou. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir, docteur en sociologie, rédacteur en chef de cette excellente revue jésuite Projet. Vous êtes également l'auteur de ce livre remarquable, Le pardon est-il durable ? Une enquête au Rwanda, on va en parler dans cette émission, aux éditions François Bourin. Mais pour commencer, avant de parler du pardon, de la paix, de la réconciliation, on est bien obligé, malheureusement, de parler de la guerre avec une image qu'on a choisie, voilà, une image de destruction en Ukraine, sur le sol européen. On l'a entendu dans l'éditorial d'Éric Payet. On pensait que l'Europe était guérie de la guerre, que la paix était durable. Eh bien, non. Voilà à quoi on assiste aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez, Benoît Guillou? Vous avez travaillé sur ces questions de paix, de pardon. Vous connaissez aussi ce qui se passe dans le cœur des hommes quand il y a une guerre. Là, qu'est-ce que vous ressentez? De quoi les hommes sont-ils capables? C'est terrible, parce qu'hier comme aujourd'hui, les hommes sont capables du pire comme du meilleur. Et aujourd'hui, c'est vrai, la situation est éprouvante, elle est douloureuse. Après 2 ans de pandémie et combien de morts, on est maintenant confronté à cette guerre. Et la guerre fait peur, parce que comme l'explique Clausewitz, la violence elle fonctionne comme un cheval en furie. Il est parti, ce cheval en furie. Et moi, je vois autour de moi, les gens sont dans un état de fatigue, de découragement, ou parfois avec ce sentiment, mais que puis-je? Enfin, on se sent tout petit. Donc c'est une période d'épreuve que l'on traverse actuellement. Parce qu'on pouvait se dire que voilà, la paix, c'était quelque chose de garanti en Europe. Terre chrétienne, où on se dit que la paix aussi, c'est quelque chose qu'on a intégré. Il y a eu des guerres, des humiliations, des réconciliations. Ben non, ça suffit pas. Non, personnellement, j'ai travaillé pendant 15 ans à Amnesty International, et on sait que travailler sur les conditions d'une paix durable, c'est autre chose. La rhétorique, elle est là, ça c'est clair. Mais on sait que la situation reste fragile. En tout cas, c'est vrai que là, vous proposez qu'on réfléchisse à cette thématique du pardon. Mais moi, aujourd'hui, je serais plutôt tenté de dire, il faudra penser sur quoi allons-nous fonder le lien social après cette guerre. Avant de parler du pardon, moi, je voudrais parler de l'importance de la justice. En tout cas, si on veut travailler sur les conditions d'une paix durable, il faut commencer à réfléchir à cette question de la justice. Il n'y a pas de pardon ni de paix sans justice. Voilà, donc ça c'est après les attentats du 11 septembre 2001. Le pape Jean-Paul II avait proposé un texte très très beau. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans pardon. Mais peut-être tout d'abord la justice. Enfin, depuis la Seconde Guerre mondiale, on avait ce slogan « Plus jamais ça ». Mais parallèlement, quand même, il y a un nouveau credo qui a émergé au niveau de la communauté internationale. Et c'est un juriste français, Louis Joannet, qui, à la demande du commissaire des droits de l'homme de l'ONU, a développé toute une réflexion pour sortir des spirales de la vengeance. Et schématiquement, il y a 4 axes. 1, les victimes ont droit à la vérité. 2, l'importance de la justice. 3, des mesures de réparation. Alors le terme est inapproprié, on ne peut pas réparer l'irréparable. Ces mesures elles peuvent être individuelles, collectives, symboliques, matérielles. Et 3, si on veut contribuer à une paix durable, eh bien, il faut aussi des réformes institutionnelles. Et franchement, cette question de la justice, c'est fondamental. Aujourd'hui, parler de justice ou du pardon dans le contexte actuel, c'est difficile. Avec quand même des images qui font du bien, on va voir une autre photo. Voilà.
des citoyennes et citoyens russes qui, ici, pendant une manifestation à Saint-Pétersbourg, disent non à la guerre. Voilà ce qui est dit sur non à la guerre. Voilà, les choses ne sont pas non plus binaires, quoi. Il n'y a pas les méchants et les gentils d'un côté. Non. Et je pense que dans les pires situations, les liens de solidarité, de filiation sont déterminants, essentiels. Et je pense que même le pape François, dans sa dernière encyclique, Fratelli Tutti, il y a toute une partie quand même sur la guerre juste, sur l'arme atomique, où il dit non. Enfin, on sait que la violence extrême n'est pas une solution. Vous avez été confronté, entre guillemets, j'ai envie de dire, à la violence extrême au Rwanda pendant votre enquête qui a duré une dizaine d'années. Le point de départ de cette enquête, c'est un documentaire que vous avez réalisé justement pour l'émission du Jour du Seigneur. C'était au début des années 2000, une dizaine d'années après le génocide au Rwanda, et une enquête sur le pardon. J'aimerais qu'on regarde un extrait de ce documentaire que vous avez réalisé avec Michel Carrier. On va voir cet extrait de documentaire, et dans cet extrait, vous rencontrez une jeune femme qui a perdu ses frères pendant les génocides, et c'est vous qui lui posez des questions. On regarde tout de suite, puis on en parle juste après. Au moment du génocide, j'avais 6 ans. Est-ce que tu gardes un souvenir du génocide, un souvenir en particulier? Le souvenir que je garde, c'est la mort de mes frères, la façon dont on les a tués. Bon, moi j'arrive pas à comprendre. Comment arrives-tu à pardonner aux assassins de tes frères? Comment la vie peut-elle reprendre? Bien sûr qu'il y a des changements dans ma vie. Avant qu'il ne me demande pardon, je ne voulais pas le voir. Je ne pouvais pas lui parler. J'avais le cœur lourd. Je savais qu'il faisait partie d'un groupe des assassins qui ont tué mes frères. Mais depuis qu'il a demandé pardon, je n'ai plus de ressentiment. Je le considère comme un frère. Un échange presque surréaliste, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, vous vous posez bien la question, mais comment c'est possible d'accepter ce pardon-là? À quelles conditions le pardon est-il possible, même dans les cas les plus terrifiants de guerre et de conflit? Ça ne va pas de soi de convoquer cette question du pardon après un génocide. Je dirais peut-être au préalable, c'est que d'une façon générale, les tueurs ne reconnaissent pas leur crime. C'est rare qu'un tueur reconnaisse son crime et demande pardon. En général, enfin, sur la base de mon enquête, au Rwanda, mais aussi en ex-Yougoslavie ou en Colombie, le tueur est plutôt dans une posture de mensonge, où il va dire « j'étais dans la bande des tueurs, mais j'ai obéi aux ordres ». Donc c'est pas évident. Voilà, un tueur va venir vous voir, j'ai tué ta sœur, je te demande pardon, je verse une larme et je t'offre une chèvre, parce que c'est ça le pardon. Et du côté de la victime, la situation aussi est compliquée, parce qu'après, en 3 mois, il faut quand même rappeler qu'en 1994, on compte près de 100 000 victimes Tutsis. Et c'est un crime de proximité. 10 jours après le dimanche de Pâques, là où je mène mon enquête, dans la paroisse, à 50 km de Kigali, on a massacré 6 000 Tutsis. Donc comment recréer le lien social? Et grosso modo, enfin moi, les victimes que j'ai rencontrées, ce que je constate, c'est qu'après un génocide, le rapport entre le passé, le présent et l'avenir ne marche plus. La victime est dans un état de sidération. Ah, sidération. Et sidération. Et là, c'est intéressant, parce que Florida, donc cette jeune fille, elle évoque donc le récit, un très beau récit que le documentaire relate bien. Donc c'est sa maman qui s'appelle Zaverine. En 1994, on a tué son mari et ses enfants. Après ça, elle tombe dans un état d'abattement total. Elle fait une tentative de suicide, elle fait des dénonciations abusives. Enfin, elle est fâchée avec tout, avec le bon Dieu. Elle peut plus retourner dans sa communauté prier. Comment prier là où il y a eu du génocide? Comment elle rebondit du coup? Donc c'est tout un processus. Et donc dans le cadre du documentaire, on le relate. Moi, je suis allé 5-6 fois au Rwanda. Et du coup, donc il y a cet état d'abattement. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Zaverine, c'est que finalement, elle va puiser des ressources dans sa foi, dans la prière. C'est une mystique. Mais pas uniquement dans une démarche spirituelle, c'est qu'elle passe son temps à la chorale, elle va au groupe de justice et paix, elle fréquente des groupes charismatiques. Et petit à petit... À plusieurs, voilà, en changeant. C'est ça qui est intéressant. Et quelle différence vous faites entre le pardon et la réconciliation? C'est pas tout à fait la même chose. Le cas de Zaverine, c'est que donc on voit que d'abord, c'est le pardon, sur la base de mon enquête, c'est rarement un acte purement individuel et c'est rarement un acte ponctuel. Ce qu'on voit chez Zaverine, c'est qu'elle passe par différents stades. Le temps du carême l'aide à se mettre en route. Et finalement,
Quand je disais que la victime est dans un état de sidération, ce qu'on voit dans le récit de Zavrine, c'est qu'elle arrive à recomposer sa vie sociale, elle arrive à ouvrir des perspectives. Donc elle est victime, elle n'est pas qu'une victime. Enfin, elle arrive... Vous avez quand même été confronté au pire, au meilleur au Rwanda. Ce que vous racontez avec cet exemple-là, peut-être le meilleur, mais avant, il y a eu le pire. Le pire et le meilleur de l'homme. Qu'est-ce que vous avez découvert sur l'homme? Écoutez, moi je suis très sensible à la question de l'ambivalence. En chacun de nous sommeille un petit SS. Et en chacun de nous sommeille aussi un petit Gandhi, un petit Jésus, un petit Mandela. Et je crois que cette ambivalence qu'on retrouve à titre individuel, elle est aussi présente au niveau des institutions. On sait que le religieux peut être un espace d'illusion, de fanatisme ou de routine. Mais ce que j'ai vu au Rwanda, c'est que l'Église catholique, malgré ce passé, ces divisions, elle arrive à mettre en place un processus, elle arrive à mettre en place une conception du pardon. J'ai envie de dire un pardon qui fonctionne un peu comme un moteur de recherche. Vous savez, quand on est sur l'ordinateur, il y a la fonction moteur de recherche. Et bien, dans certains cas, et à certaines conditions, le pardon est une ressource à titre individuel et collectif pour voir et agir différemment. Et c'est le cas de Zavrine, le récit que Florida évoquait. Et ce qui est formidable dans l'histoire de Zavrine, c'est que donc c'est un cas un peu ultra exceptionnel, minoritaire, mais qui n'est pas anecdotique, il a une portée symbolique. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'elle change son discours et sa pratique, elle va voir des détenus en prison et elle pardonne. Elle pardonne sans condition. Mais en pardonnant et en faisant le premier pas, elle crée les conditions pour qu'un jour Karinda vienne la voir et dire écoute, j'ai quelque chose à te dire, Zavrine. C'est moi qui ai tué ton enfant. À 18 ans, donc il avait l'âge de la victime, et il raconte. Et en plus, c'est pas parce que pardonner. La difficulté du pardon après un crime de masse, c'est que c'est une notion polysémique, c'est une notion fourre-tout. Et parfois, ça renvoie à tout et son contraire. Mais le récit qu'on relate là entre Zavrine et Karinda, c'est que là, on a un récit factuel, courageux, enfin. Ouais, il y a la vérité des faits, ça aussi, c'est fondamental. C'est fondamental. Dans le pardon, comme dit Jan Kelevitch, il faut consentir à la parole. Je vous propose, Benoît, maintenant d'aller à la rencontre de Gilbert. Alors Gilbert dirige une association très intéressante, ça s'appelle les Jardins de la Paix. Depuis le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, l'association aménage des jardins sur les sites historiques où ont eu lieu des combats. L'idée est de créer un espace de méditation sur le sens de cette paix toujours remise en question. L'actualité nous le prouve encore malheureusement aujourd'hui. Regardez, et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Gilbert Fillinger. J'ai initié le projet des Jardins de la Paix, dont celui de la clairière de l'Armistice. C'est là où se sont signés les deux armistices. D'un côté, c'était 14-18 et de l'autre, c'était 40. Quand vous allez dans la Somme, dans le Pas-de-Calais, on a dépassé le million de morts en très peu de temps, finalement. Je suis alsacien. Et la guerre était extrêmement présente dans mon enfance. J'avais une partie de famille, d'un oncle à ma grand-mère qui s'était installé en Allemagne du Nord. À force de les ennuyer, cette tante de ma grand-mère est venue me voir un soir et m'a raconté leur histoire qui était terrible. C'est là que j'ai vraiment découvert que c'était des nazis et qui adulaient Hitler. Au fond de vous-même, il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et de construire des jardins avec cette symbolique de la paix est absolument essentiel. Que les gens puissent se recueillir, puissent être en questionnement avec eux-mêmes. C'était plutôt cette idée de se dire, regardons le monde de demain, quelles seront les guerres de demain, quels seront les enjeux. On n'est pas dans des jardins de la mémoire. Aujourd'hui, on a cette guerre en Ukraine. C'est terrible, ça fait mal, ça fait souffrir, c'est incompréhensible. C'est comme ma famille en Allemagne. Là, on entend les oiseaux, c'est quelque chose qui existe, c'est le pouvoir de la vie. Et c'est aussi célébrer ça, je pense. Célébrer ce pouvoir exceptionnel, cette renaissance constante de cette étincelle, de ce qu'est la vie, la vraie vie. Pour moi, la vraie foi, c'est ça, c'est d'avoir confiance dans la vie.
La dictature ne gagne jamais. C'est une illusion totale. La guerre ne gagne jamais. Jamais. La guerre ne gagne jamais, nous dit Gilbert. Cette belle initiative des Jardins de la Paix. Benoît, comment vous réagissez à ce qu'on vient de voir et entendre? Je suis sensible à ce témoignage et à ce récit. Je crois qu'on a besoin de lieux de mémoire et de temps de mémoire. C'est vraiment essentiel. Paul Ricoeur, dans le cadre de ses travaux, le philosophe Paul Ricoeur, il insiste justement sur cette question de la mémoire, mais il met aussi en garde sur les maladies de la mémoire. Le problème, c'est quand il y a trop de mémoire ou pas assez de mémoire. Donc il s'agit de la Première Guerre, la Seconde Guerre mondiale ou de la situation au Rwanda. Je crois qu'il y a un travail à faire sur la question de la mémoire. Et là, c'est fabuleux, c'est que donc il y a un lieu de mémoire, il y a un lieu de prière, il y a un musée aussi. Et je crois que nous avons une responsabilité, notamment vis-à-vis des nouvelles générations, pour faire ce travail de sensibilisation. Est-ce que le pardon, c'est pas l'oubli, c'est pas l'amnésie? Non, c'est terrible. Et justement, au sujet des lieux de mémoire, je pensais à la communauté jésuite de Kigali. Dès le début du génocide, les tueurs viennent dans cette communauté, ils rassemblent le supérieur, les quelques religieux, la cuisinière. On les réunit dans une cellule et puis on tire à la mitraillette, on jette une grenade. Et là, la question qui se pose ensuite pour la communauté, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce lieu de mémoire? Donc certains ont dit, on laisse en l'état, un peu comme à Oradour-sur-Glane. Et d'autres vont dire, non, on va repeindre et puis on va reprendre la vie, puis on fera un lieu de mémoire ailleurs. Et finalement, la communauté a longuement réfléchi quel était ce juste rapport, la juste mémoire. Et finalement, ils ont réaménagé cette cellule, mais en imposant des gestes personnels des victimes. Et je crois que c'est travailler sur les conditions de paix durable, on est dans les rapports complexes entre mémoire, oubli, justice, pardon. Ouais, donc la paix durable, c'est important aussi par rapport à l'actualité aujourd'hui, à ce qui se passe en Ukraine. L'Europe, à nouveau, meurtrie par la guerre. La paix durable passe par la mémoire, quelque part. Notamment la mémoire, le travail de l'histoire, l'écriture de l'histoire, la justice. C'est plusieurs éléments. Et on voit bien, il y a la justice, il y a des mécanismes alternatifs comme la commission Vérité et Réconciliation qui a été mise en place après l'apartheid en Afrique du Sud. Et après, je pense, en tout cas sur la base de mon enquête au Rwanda, on voit que les acteurs religieux aussi ont un rôle à jouer. Et moi, sur la base de mon enquête, le pardon est une notion qui est facilement galvaudée, instrumentalisée. Mais dans certains cas, certaines conditions, ça peut contribuer à surmonter l'irréparable. Célébrer le pouvoir de la vie, c'est ce que nous dit Gilbert. Ça, c'est très beau comme expression. Vous êtes chrétien, comment ça vous parle? Comme chrétien, ou alors d'abord pour une victime, on voit bien, il y a des colères légitimes, Zavrine, on a tué ses enfants, on peut comprendre cet état d'abattement. Maintenant, la victime a des droits. Maintenant, il y a un écueil, il y a un danger, c'est la victimisation. Comment ne pas tomber dans le piège d'être une victime à temps plein et toute sa vie? Alors on va pas à une injonction en disant maintenant ça suffit, tu passes à autre chose. Mais du coup, ce que j'ai pu voir là quand j'ai fait mon enquête au Rwanda, c'est qu'à l'échelle de la paroisse, en 94, il y a 6000 victimes. Donc dans le bourg, en fait, la situation reste très tendue. Les gens se regardent en chien de faïence à la sortie de la messe. Mais sur les collines, j'ai vu des micro-communautés. Et là, j'ai pu constater qu'il y avait un travail qui s'opérait, souvent des petites communautés de 10-12 personnes, où on essaye de dépolariser la situation, où on essaye de réhabiliter le compromis. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je vais te laisser un espace pour vivre ensemble. Et en fait, on voit que le pardon, quand il est en prise avec la réalité, quand on accorde un vrai crédit à la parole, ça peut contribuer à restaurer petit à petit. C'est un processus, il faut du temps. Puis attention, il faut une énergie mentale, spirituelle, fondamentale, que ce soit la victime ou le tueur. Pour restaurer le lien, en fait. Restaurer le lien, puis ne pas sombrer dans le suicide ou un état d'abattement. Parce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui ici en Ukraine, on peut se dire aussi que les Russes et les Ukrainiens, c'est deux peuples, j'ai envie de dire, proches, presque frères. Ça paraît dingue de se dire qu'on peut se faire la guerre et puis à nouveau se refaire la paix. C'est quoi ce qui permet de recréer ce lien-là? Moi, je suis un peu mal à l'aise quand on dit qu'ils sont proches et presque frères. On a dit ça au Rwanda. Le Rwanda, c'est un petit pays comme la Bretagne, ils sont tous chrétiens. Et quelques jours après Pâques,
c'est quand même des extrémistes. Enfin, les massacres n'auraient pas été si rapides sans la participation de simples citoyens. Donc je crois qu'il faut faire attention, notamment dans le christianisme. Il y a un petit côté irénique, on est tous frères. En fait, je pense que souvent le lien est superficiel. C'est pas... Voilà. Donc je suis pas... En tout cas, je crois qu'il faut consentir la parole, il faut revisiter. Enfin, il faut pas avoir peur du débat contradictoire. Enfin, c'est important pour apprendre à restaurer le lien social. Et le pardon, quand il est en prise avec la réalité, il permet justement d'avancer en ce sens. Mais on n'est pas dans un petit truc lénifiant, la paix, la justice, l'amour. Non. Non. Il y a un passif et on va mettre des mots dessus. Il y a un principe de réalité. Je vais pleurer, je fais part de ma colère. Mais il y a des récits au Rwanda où il y a des victimes qui refusent, ou qui vont dire « moi je veux bien pardonner » si la victime fait le premier pas. Mais il y a des exemples quand même où il y a des communautés, enfin donc on voit que c'est collectif, où on apprend petit à petit à créer du lien. En fait, vous savez, le pardon, pour moi c'est un processus vagabond. C'est un processus vagabond. Il nous échappe en partie. Mais c'est ça qui est intéressant quand même. C'est qu'on voit qu'il y a des gens qui vont puiser dans leur foi. L'Église met à notre disposition des ressources pour ne pas sombrer dans le désespoir. Et comme disait le témoin tout à l'heure, retrouver la vie. Et je crois que justement le mystère pascal, la vie, oui. On est en route vers Pâques. D'abord, mais c'est ça, un mystère, c'est pas quelque chose qu'on comprend pas, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. Et le mystère pascal nous invite à revisiter cette question quand même. La vie et la mort sont intimement liées. Mais notre foi nous invite à dire « mais non, la mort n'aura pas le dernier mot ». Mais aujourd'hui, c'est dur, honnêtement. Enfin, on voit bien, il y a de la fatigue. Oui, mais c'est important d'avoir ça en soi, de se le dire. C'est pour ça qu'on le dit ce matin, alors que l'actualité est difficile. Mais je crois que c'est un travail sur soi-même, parce qu'au Rwanda, que ce soit les victimes ou les tueurs qui se tournent vers le pardon, c'est aussi accepter de se vulnérabiliser. Parce que quand Zavrine dit « je pardonne », quand elle retourne au village, on a dit qu'elle est ensorcelée, on a dit que c'était la concubine du curé. Enfin, il y a eu de sérieux problèmes. Son jardin, son champ est régulièrement saccagé. Et Karinda, qui a reconnu la gravité, qui a demandé pardon, moi, la dernière fois que je suis allé au Rwanda, en 2015, il avait dû quitter sa maison. Non, ça a des conséquences. Conséquences. J'aimerais vous faire réagir à une phrase, car dans quelques minutes, nous allons vivre la messe sur un autre lieu de mémoire de la Grande Guerre, dans le Pas-de-Calais, dans la nécropole nationale Notre-Dame de Lorette, où sont inhumés plus de 40 000 soldats de la Première Guerre mondiale. Et voilà la phrase que nous trouvons sur l'un des murs de cette nécropole pour conclure cet échange. Regardez, je m'intéresse surtout à la fin de cette citation. « Peuple, soyez unis, hommes, soyez humains ». Est-ce que ça, c'est un des secrets de la paix? Certainement. Et comment être plus humain? C'est ça la question aujourd'hui. On voit que la situation est difficile, même en France. Enfin, tout à l'heure on disait, il y a quand même une tentation de tomber dans la tentation du voyageur fatigué. Et on voit bien, il y a un individualisme ambiant. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup aussi, c'est le communautarisme, notamment au niveau des chrétiens. On fréquente son semblable, c'est un peu clanique. Mais soyons humains, et je crois que moi, je trouve que le pape François, il nous ouvre un horizon, il nous invite à marcher sur nos deux pieds, deux jambes. Je crois qu'il y a quand même l'encyclique Laudato Si, enfin, cette question d'écologie, il y a l'encyclique Fratelli Tutti, et dans 15 jours, c'est les élections présidentielles, je crois que il faut penser à le monde de demain, mais en partant du plus faible, en pensant à une réforme de notre démocratie. On va rester sur cette image. Merci Benoît, car chaque dimanche, désormais, nous vous proposerons de découvrir une action de solidarité pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Aujourd'hui, une initiative spirituelle. Voici un geste pour l'Ukraine. Chers frères, ici, de notre cathédrale ukrainienne Saint-Vladimir le Grand de Paris, nous avons chaque soir une permanence de prières silencieuses. D'abord, c'était une initiative qui consiste à donner l'espace pour la prière à ceux qui veulent prier pour la paix en Ukraine et pour la paix en Europe et dans le monde. Nous, ici, à Paris, et les Ukrainiens en Ukraine qui souffrent, qui sont bombardés, nous sommes unis dans l'Eucharistie. Bien sûr, c'est une manifestation de l'unité, mais aussi c'est un acte de la foi. Cela me touche beaucoup. Les Français sont très touchés par ça. Ils nous soutiennent. Il y a
vraiment une réaction de solidarité avec notre pays. Un geste pour l'Ukraine à retrouver chaque semaine, chaque dimanche matin, alors que Gladys Mariva nous a rejoint pour sa chronique culturelle. Bonjour Gladys. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, un roman qui nous emmène pendant et après le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, un pays encore sur le chemin de la réconciliation. Oui, c'est La promesse de Damoun Galgout. Le roman commence en 1986 quand Rachel Swart décède des suites d'un cancer. Avant de mourir, elle a décidé de revenir à sa religion juive au grand désarroi de son époux qui est un afrikaneur protestant. Elle a aussi émis une dernière volonté que sa maison revienne à sa fidèle domestique noire. Mais voilà, on est sous l'apartheid et la loi interdit au mari de respecter la dernière volonté de sa défunte épouse. Alors le Sud-Africain Damoun Galgout va s'infiltrer dans les pensées de chaque personnage, révélant la complexité de leurs sentiments quant à cette promesse. Car les enfants et le mari de Rachel n'héritent pas seulement d'un vaste domaine, ils héritent de toute l'histoire de l'Afrique du Sud. On va les suivre de 1986 à 2018, tandis que l'apartheid s'effondre, tandis que Mandela arrive au pouvoir, tandis que la criminalité, mais aussi les espoirs s'installent dans le pays. Cette riche famille protestante se délite. Alors c'est un roman remarquable, La promesse de Damoun Galgout aux éditions de l'Olivier. Pour continuer Gladys, un film maintenant sur un épisode enfoui de la guerre d'Algérie alors que nous commémorons le 60e anniversaire de la fin de cette guerre. Oui, De nos frères blessés, le film d'Élié Cisterne qui revient sur le cas méconnu de Fernand Yveton, le seul Européen guillotiné pendant la guerre d'Algérie. C'était en 1957. Fernand Yveton est un communiste né à Alger. Il pose une bombe dans son usine pour faire un acte de sabotage sans victime et aussi montrer aux Algériens que tous les pieds noirs ne sont pas contre eux. Sa bombe est découverte avant d'exploser, mais qu'importe, il sera condamné à mort. Sa demande de grâce rejetée. On regarde un extrait. Il apparaît que vous avez intégré un groupe relié au Front de Libération Nationale. Tu caches des gens que je connais pas. Ils sortent dans la rue la nuit. Ah, regarde-moi! Ouais, si je me bats pas ici, je pourrais plus me regarder en face. Notre place à tous les Algériens, c'est ici. Et si on lutte pas tous ensemble, c'est foutu. Envers votre propre pays, concitoyens, vous êtes un traître, Fernand Yveton. Le procès de votre mari est une mascarade. Il a tué personne. Alors il faut faire savoir son histoire. Ça fait plus de 100 ans qu'ils nous traitent comme des chiens. Il faut en finir. Vincent Lacoste dans le rôle de Fernand Yveton et Vicky Krieps dans le rôle de sa femme Hélène sont tout simplement époustouflants dans ce roman poignant qui montre combien l'histoire de la France et de l'Algérie nous concerne tous encore aujourd'hui, combien le travail de mémoire et de vérité reste à faire. Avant de mourir, Fernand Yveton, qui se considérait comme un Algérien, a déclaré « L'Algérie sera libre demain. Je suis persuadé que l'amitié entre Français et Algériens se ressoudra. » Ouais, la vérité des faits, on en parlait avec Benoît, c'est vraiment essentiel. Gladys, vous nous emmenez maintenant dans le Pas-de-Calais, dans un lieu de paix, mais qui rappelle la terreur de la guerre, puisque nous allons célébrer la messe dans une chapelle du Nécropole national. On évoquait ce lieu étonnant tout à l'heure avec Benoît. Oui, la chapelle Notre-Dame de Lorette à Ablain-Saint-Nazaire, un lieu majeur de la guerre 14-18 qui abrite un sanctuaire et un mémorial. Édifié en 1923, il est de style néo-byzantin, très en vogue à l'époque. Le plus frappant est la tour lanterne, totalement détachée de la chapelle et dont la forme rappelle la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Elle s'inspire à la fois des monuments funéraires romains et des lanternes des morts, autrefois situées au milieu des cimetières. Elle restait allumée la nuit, sans doute pour indiquer que le Seigneur veille sur les défunts. À l'intérieur, la chapelle est entièrement couverte de mosaïques, dans des tons dominants, rouge et or. Mais nous n'avons Dieu que pour le grand Christ qui semble bénir et l'assemblée et les noms des morts inscrits sur les plaques. Un Christ paisible qui représente la paix après la bataille. Entouré d'une forme nébulée qui évoque les nuages, c'est le Christ qui accueille les morts au ciel. Merci Gladys, à dimanche prochain. Merci Benoît, c'était un plaisir de vous avoir